Et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live de Reste chez toi. L'épisode 9. Aujourd'hui on va parler travail et études. Mais avant ça évidemment, comme toujours on vous remercie d'être aussi nombreux sur ce live. Voilà, merci d'être avec nous. N'hésitez pas donc à partager la vidéo du live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez ce programme. Évidemment n'hésitez pas à commenter dans le chat et à nous faire part de vos témoignages vis-à-vis de notre sujet du jour. Et puisqu'on va commencer, je laisse la place à notre présentateur vedette, Roberto Garçon. Et oui, merci Louis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes présentes sur le chat et sur le live pour nous écouter. On est là pour Reste chez toi, l'émission de radio spécialement conçue pour ceux et celles qui restent chez eux. Que vous fassiez du langage des signes en story, que vous mettiez vos albums préférés ou que vous soyez en train d'apprendre une symphonie au violon, ce podcast est fait pour vous. Et oui, une émission 100% confinée. On a évidemment une grosse pensée à tous les travailleurs, travailleuses sur le front pour les gens en caisse, livreurs, agriculteurs, BTP, ouvriers, personnel de santé, de transport, de nettoyage. On pense à vous. Big up aussi aux précaires, à ceux à trop dans un petit appart, aux chômeurs, aux bénéficiaires, aux sans-abri et à tous ceux pour qui le confinement est compliqué. Et pour tous les autres, restez chez vous. C'est plutôt simple à comprendre. N'hésitez pas à commenter, réagir, partager vos témoignages. L'équipe est confinée d'un petit peu partout en France. Moi, c'est Roberto et je vous parle depuis Nice. Salut, moi c'est Charlotte et je vous parle depuis hier dans le Var. Salut, là, reste chez toi, famille, c'est Luna, je vous parle depuis Paris. Et salut, moi c'est Louis, je vous parle depuis Saint-Jean-de-Corny, près de Montpellier, dans l'Hérault. Et comme toujours, on salue Clara dans le Jura qui s'occupe de nos réseaux sociaux et des visuels. On pense fortement à toi, Clara. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission sur le travail et les études, vous l'avez compris. Une pensée donc évidemment à tous ceux qui n'ont pas de boulot dans ces moments compliqués. Et vous inquiétez pas, reste chez toi, on s'y connaît en chômeur longue durée. N'hésitez pas à réagir, commenter comme d'habitude, on va discuter ensemble. Mais comme vous le savez, un peu d'histoire. L'isolement pendant le confinement, c'est tout nouveau pour 4,5 milliards de personnes. Et oui, ça augmente, ça fait beaucoup. Mais à travers l'histoire, beaucoup d'autres l'ont vécu par contrainte, mais aussi par choix. Et comme à chaque émission, Lounès revient sur comment ils l'ont vécu. Alors de qui parle-t-on aujourd'hui ? Un peu particulière aujourd'hui, mais avant tout, je souhaitais vous raconter les coulisses de cette chronique. Cette pastille humoristique, elle a été écrite dans un lavomatique, celui de la rue Chabrol, pour ceux qui connaissent, parce qu'il prend les billets, alors que celui du Faubourg Saint-Denis ne prend que les pièces. Enfin, cette chronique devient beaucoup trop locale, mais ça me tenait à cœur de vous le dire. Je vous dis pas la galère que c'est quand j'ai 20 machines à faire et que je dois tirer une liasse de billets et acheter une pauvre tomate avec chacun d'entre eux pour faire de la monnaie. Et oui, parce que vous avez été nombreux. Enfin, une personne m'a demandé comment ça se passait avec les punaises de lit suite à ma dernière chronique, et c'était ma mère. Bon, j'accepte, c'est ça la vie de célébrité. Il y a du monde pour gratter la fame, mais plus personne quand t'as une galère. Enfin, passons. Après un jour complet de désinfection et de machines à laver à répétition, on en est enfin débarrassé. Alors, ravi de l'apprendre, Lounès. Un petit peu d'histoire. Ah oui, du coup, l'histoire du jour, elle commence en 1883, quand on découvre un gisement de charbon sur une île inhabitée au large de Nagasaki, une ville au Japon connue pour avoir été bombardée, et c'est à peu près tout. Donc des mines sont fabriquées pour extraire cette ressource rare, et peu après, l'entreprise Mitsubishi rachète toute l'île en toute détente, et elle y installe ses mineurs. L'exploitation minière grandit et les travailleurs de Mitsubishi sont de plus en plus nombreux. Dans les années 50, 5000 d'entre eux et leurs familles habitent dans la toute petite île qui mesure l'équivalent de 8 terrains de football ou d'un demi-jardin de Louis Verdoux, dans une ville devenue la plus densément peuplée du monde, 4 fois plus dense que Paris intramuros, c'est pour dire. Des mineurs entassés dans un endroit minuscule, on se croirait dans une prison française, mais il n'en est rien. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire en cette période de confinement ? Parce que la communauté de l'île d'Ashima habitait à 20 km à la nage de la ville la plus proche et donc a vécu en complète autarcie et autonomie pendant 90 ans avant que les mines ferment définitivement. Et dans cette ville, les enfants ainsi que les parents ont dû apprendre à cohabiter en habitant les uns sur les autres dans une petite ville suréquipée avec sa propre école, son cinéma, sa piscine, son marché en plein air, ses magasins, ses jardins potagers sur les toits, son hôpital ou encore sa cellule de prison. Mais l'atmosphère pouvait être inhospitalière avec des rafales de vent, des tempêtes, des vagues et même des typhons.
Un ancien habitant racontait que sur l'île, on dépassait 95% d'humidité, l'air était moite, collante. À cela s'ajoutait la poussière de charbon qui se mélangeait à notre sueur. On finissait noir de la tête aux pieds et les mineurs abattaient le charbon 24 heures sur 24 en faisant les 3-8 jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Les accidents ont coûté la vie à 215 hommes et de nombreux ont attrapé la silicose, cette maladie qui transforme les poumons en pierre. Bonne ambiance. Mais au final, la solidarité était très forte entre les familles et la vie était très festive et animée. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup regrettent cette période enchantée. Ils ont su profiter de la vie malgré leurs horribles conditions de travail, confinés dans des grosses barres d'immeubles. Mais de quoi peuvent se plaindre les pauvres qui ne respectent pas le confinement aujourd'hui? Tout fout le camp, Roberto. Tout fout le camp. Merci pour cette belle histoire, Lounès. Et ton histoire est aussi l'occasion d'avoir une pensée à tous ceux qui ont perdu leur travail, comme tu l'évoquais, et à ceux pour qui les conditions de travail sont très compliquées. Peut-être pas autant que dans des mines au Japon, mais tout de même compliqué. Même si le travail à la maison grâce à Internet devient une norme en ces temps de confinement, rien n'empêche à un étudiant, un travailleur, de faire une pause et de se détendre devant un bon film. Et quoi de mieux qu'un sujet sur les études et le travail que de longs métrages s'amusent à prendre bras le corps? C'est ça dont tu vas nous parler, Louis. C'est bien ça, Roberto. Aujourd'hui, il est temps de dénoncer, de critiquer, presque de se révolter. Alors, non pas contre les conditions de travail que tu nous infliges, Roberto, à coups d'écriture à 4 heures du matin pour valider les chroniques, ou du montage qui se termine au bout de la nuit et est payé en visibilité. Pour cette chronique, je vais plutôt parler de la vision de certains réalisateurs, très souvent critiques, du système éducatif et du monde du travail. Alors, Louis, je rappelle, excuse-moi, un petit bug. Je te rappelle que beaucoup aimeraient être à ta place et que la file d'attente est longue, donc tu devrais poursuivre ta chronique et moi être un peu plus réactif. Alors oui, du coup, je m'y attelle, mon bien-aimé Roberto. Après tout, comme tu le dis si bien en coulisses, la passion pour informer n'a pas de prix. Alors comme je l'ai prévu, je vais d'abord commencer par 2 longs métrages sur l'école, au point de vue complètement différent. Le premier, c'est Entre les murs. Vous avez sûrement entendu parler de ce film car il a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2008. L'histoire est simple, hein. On suit un professeur de français d'un collège réputé difficile du 20e arrondissement de Paris, entre tensions et moments de joie. Donc ce qui frappe d'abord, c'est le réalisme total visé par son réalisateur Laurent Cantet. Les situations sont vives, fluides et presque troublantes, tant elles sont crédibles. Ici, cela ne finit ni mal ni bien, juste, cela se termine réellement. Bien loin des films clichés où les élèves sont difficiles en début d'année et des génies au mois de juin. Et pour avoir parlé avec de nombreux professeurs, c'est clairement un film qui est loin de laisser indifférent dans la profession, et tant mieux, j'ai envie de dire. C'est aussi un livre à lire, hein, si vous souhaitez plutôt faire de la lecture, puisqu'il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de François Bégodeau, qui joue le professeur de français dans le film. Pour les adeptes des plateformes de streaming, sachez d'ailleurs qu'il est disponible sur Amazon Prime. Mais pour toute la famille, comme à mon habitude, je recommanderais un documentaire vraiment touchant de sincérité. Ça s'appelle Sur les chemins de l'école et on suit les histoires de 4 enfants aux 4 coins du globe dans leur périple pour aller à l'école, tout simplement. L'un au Kenya doit traverser la savane en évitant les animaux, quand un autre doit chevaucher 18 km à cheval en Patagonie. C'est très émouvant, très bien filmé, sans pathos, et ça peut se voir en famille, bien évidemment. Alors cette chronique est très compliquée, peut-être pas autant qu'un parcours de 18 km, mais on va y arriver. Mais le monde du travail, par contre, au niveau du cinéma, c'est un peu moins joyeux. Alors, pas forcément, Roberto. On pourrait croire que dans les films qui parlent des conditions au travail, il y aurait que des histoires avec des personnages maltraités ou dépressifs. Eh bien, au final, on n'est pas toujours dans ce cliché-là. Alors d'abord, je parlerai d'un film qui s'appelle Le Couperet avec José Garcia et réalisé par Costa Gavras. Donc dans cette fable à caractère social, on suit un ingénieur au chômage qui, pour obtenir un poste, va décider d'éliminer un par un ses concurrents. Alors bon, ça reste en majorité un drame, mais c'est ponctué de petites situations assez drôles puisque le personnage enchaîne des maladresses. Évidemment, on s'en doute vu le postulat du film. Bref, c'est un film juste, mais qui aussi évite d'être beaucoup trop lourd. Mais comme d'habitude, évidemment, pour toute la famille, pourquoi ne pas revenir aux bases, aux classiques, à de l'indémodable? Puisque
comment ne pas parler des films sur le travail sans évoquer les temps modernes de Charlie Chaplin? Derrière le burlesque de son personnage de Charlot, le célèbre acteur et réalisateur dépeint une grosse critique du Fordisme, c'est-à-dire le système de travail à la chaîne où chacun passe sa journée à faire la même tâche répétitive, donc il y en a un qui visse, l'autre qui met les écrous, etc. Donc de ce constat-là, Chaplin il va montrer toute l'aliénation que ces systèmes de production, soi-disant modernes et novateurs, vont provoquer chez les travailleurs. Donc une vision assez marxiste, où l'homme ne s'appartient plus à lui-même, il devient juste une simple force de travail au profit de ceux qui détiennent les moyens de production. Mais tout ceci est bien évidemment traité avec beaucoup de rire, de burlesque et juste ce qu'il faut d'émotion pour être l'un des films les plus populaires et célèbres de l'histoire du cinéma. Aucun pathos ici. Le film, il est disponible gratuitement sur YouTube, à recommander à tous, mais attention, ce n'est pas très capitalisme friendly, donc ça sera pas pour toi Charlotte, je suis désolé. Merci Louis. On rappelle que toutes ces recommandations sont à retrouver en description du live sur Instagram. Vous connaissez la chanson. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire tout de suite dans les commentaires s'il y a des films pour vous qui parlent bien de l'école, du travail ou qui sont même intéressants. Par exemple, je pense à La Vague, un classique. Et voilà, n'hésitez pas à nous balancer vos liens. Charlotte, comme pour chaque émission, tu t'immisces virtuellement chez les confinés, à la langue bien pendue. Tu récoltes des anecdotes toujours plus intéressantes les unes que les autres. Et aujourd'hui, c'est chez les télétravailleurs que tu frappes à la porte. Exactement, Roberto. Alors le télétravail qui consiste en l'exercice de ses activités professionnelles hors des locaux de son employeur, grâce aux technologies de communication, eh bien c'est nouveau pour beaucoup de personnes. C'est une solution pour ceux qui peuvent exercer une activité digitalisée ou qui ne nécessite pas de contact humain, mais c'est aussi le cas pour les professeurs et étudiants qui doivent désormais bosser depuis la maison. Hortense prépare un double diplôme entre Sciences Po et une école de commerce, je vous dirai pas laquelle. Elle a donc beaucoup de travail. Et ce qui est compliqué avec le travail depuis la maison, ce sont les projets de groupe, car ça demande beaucoup d'organisation et de patience, car on se retrouve toujours à bosser avec un Louis Verdoux qui fait le fantôme dans le groupe, vous savez. Et du coup, quelle est la difficulté pour les étudiants ? Bien, comme me le disait Hortense, en plus des problèmes de connexion ou d'organisation, il y a toutes les angoisses liées à l'après, avec les examens, les validations de diplômes, car pour certains étudiants, les examens finaux sont maintenus à la date initiale. Et d'après Hortense, génération sacrifiée, oui, avec des examens aménagés, parfois plus simples, révélateurs ou pas du niveau des étudiants. Et d'un point de vue logistique, ça se passe comment ? Hortense et beaucoup d'autres étudiants, moi-même par exemple, la difficulté se trouve dans la scission entre l'espace dans lequel on vit et celui dans lequel on doit bosser, tout simplement. C'est difficile de se mettre des limites entre le temps de travail et le temps perso. C'est plus simple, par exemple, quand on va à l'école, on reste bosser à la BU et puis on rentre chez nous tranquillement, on fait un petit peu de devoirs encore ou pas, c'est plus simple. Et malgré tout, est-ce qu'on s'habitue à cette vie-là ? Bien oui, Roberto, on peut s'y habituer. Je suis allée discuter avec Priscille, directrice artistique qui travaille en ce moment majoritairement pour un grand média français. Priscille est freelance, c'est-à-dire travailleuse indépendante depuis maintenant 2 ans et demi. Et en fait, le travail depuis la maison, ça ne change pas grand-chose pour elle puisqu'elle est habituée à travailler comme ça tout simplement. Ce qui change, c'est le nombre de réunions qui vont augmenter, les process qui sont plus longs, les briefs qu'on lui fait qui sont moins précis. Mais Priscille me disait qu'en travaillant comme ça, on pouvait être plus productif, plus créatif, car on n'est pas dérangé, on n'a pas le stress des transports en commun, par exemple, ou du changement de lieu. Alors d'ailleurs, on fait un gros big up à Priscille qui a fait notre logo de Reste chez toi. Donc voilà, grosse force à elle. Mais le conseil pour bosser depuis chez soi dans des bonnes conditions, c'est quoi ? Bien, après Priscille, il faut impérativement se mettre des limites, prendre des pauses et faire une séparation pro-perso, comme on le ferait tout simplement sur son lieu de travail. C'est-à-dire savoir couper son téléphone quand on a quitté le taf, faire une pause si on le peut dans une autre pièce que celle dans laquelle on travaille. Pourquoi pas pendant ce temps-là, faire du sport, bronzer à sa fenêtre, appeler des amis, faire les courses avec une attestation bien sûr. Enfin bref. Voilà, on sépare le pro et le perso. Pour citer Priscille, j'espère que les entreprises vont mieux appréhender le télétravail par la suite pour repenser cet équilibre entre travail à la boîte et à la maison.
effectivement, voilà, pourquoi ne pas profiter du confinement pour étudier cette manière de travailler qui se sait plutôt productive. C'est d'ailleurs ce qu'on lit sur le site du ministère de l'économie. Je ne l'invente pas. Pour les entreprises, le télétravail permet d'accroître la production et la productivité de l'ordre de 5 à 30%. Alors on remercie le ministère de l'économie. Merci Charlotte. Et du coup, le mot de la fin, c'est quoi? Eh bien, on ne le répétera pas assez, le confinement, c'est le moment de repenser les habitudes, notamment professionnelles et estudiantines, mais il faut faire attention à bien délimiter son cadre de vie personnel et professionnel pour le mois à venir. Merci Charlotte pour ta chronique et tes mots sages comme d'habitude. Maintenant qu'on parle d'études, qu'on parle de travail, dites-nous là dans les commentaires, ça nous intéresse, parce que vous êtes là à nous écouter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes sans emploi? Est-ce que vous avez un job? Est-ce que vous faites des études? Dites-nous un peu où vous en êtes. Vous en faites pas, comme je l'ai dit, ici on s'y connaît en chômeur longue durée. Donc toute parole ou activité sont les bienvenues. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites. Est-ce que vous bossez de chez vous en télétravail? Est-ce que vous êtes en arrêt de travail? Est-ce que vous êtes en études? Est-ce que vous êtes sans emploi ou sans études? N'hésitez pas à nous dire où vous en êtes et ce que vous faites. Un mois confiné, c'est un mois aussi pour repenser. Certains d'entre vous, donc, on en parlait, ont interrompu le rythme des études, d'autres ont continué à travailler dehors, et d'autres ont su apprendre à travailler de chez soi, le télétravail. Charlotte en parlait. Pour certains qui avaient une carrière précise en tête, ou pour d'autres sans emploi, ce temps permet de réfléchir à ce qu'on veut faire après. Qui être? Quelles actions? Quel métier? Mais aussi comment travailler? N'est-ce pas l'occasion de se poser aussi les bonnes questions sur nos environnements de travail, sur la place de l'école et de la profession dans notre quotidien et nos sociétés? C'est les questions qu'on va se poser tout au long de cette émission. Je vais d'abord commencer par m'adresser à l'équipe. Est-ce que vous, là, en ce moment, vous avez une pensée pour une personne en particulier qui travaille ou non? Charlotte, par exemple, pour qui va ta pensée? Eh bien, alors pour toutes les personnes, bien évidemment, sur les premières, deuxième, troisième lignes qui travaillent de manière effrénée pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui ne travaillent plus, pour qui les fins de mois vont être vraiment très compliquées, pour qui l'après va être très compliqué. Voilà, je pense à par exemple maman qui est coiffeuse et qui aujourd'hui se trouve sursollicitée parfois par des clients qui manquent un peu de respect quant à voilà, à notre santé et voilà, c'est des professions qui vont avoir besoin d'aide après. Donc voilà, je pense à ceux qui travaillent beaucoup et à ceux qui ne peuvent pas travailler du tout. Moi, ce sera une pensée pour le personnel soignant des hôpitaux de La Fontaine et Casanova à Saint-Denis, qui sont débordés depuis le tout début de la crise, même avant le confinement, parce qu'il y a un gros déficit de matériel, de lits et puis même de personnel, et notamment à la médecin Isabelle Marin, qui du coup coordonne les bénévoles qui viennent récupérer les affaires des familles et qui le donnent aux patients Covid. Donc grosse force à eux. Et puis j'espère surtout que cette crise leur permettra de travailler dans des meilleures conditions. Et puis moi, bon, bah, je ferai un peu un salut à nos confrères, journalistes qui, eux, la plupart, en fait, bah, continuent d'aller sur le terrain. C'est grâce à eux que vous êtes informés et d'ailleurs de nombreuses études ont prouvé que grâce au journalisme et ben, on avait pu sauver, de nombreuses vies juste en informant donc force à tous ceux qui sont sur le terrain, qui risquent, bah, leur vie de la même façon que s'ils étaient en zone de guerre et puis évidemment, force au personnel soignant. Je pense, bah, à ma mère qui est infirmière, à la mère de Clara qui est infirmière aussi, sa cousine, pareil qui est aux urgences donc et qui parfois doivent travailler sans matériel, sans masque. Donc voilà, grosse force à eux, on saura vous le rendre, plus tard. Merci pour vos pensées. Bon, comme dans chaque émission, on commence chaque émission avec une pensée pour tous les travailleurs. Là, une petite pensée particulière pour deux professions, on va dire, deux situations. Déjà, le personnel en caisse, qui continue de nous permettre de nous alimenter alors qu'ils sont vraiment en première ligne de contact et qui est un métier globalement peu valorisé tout le reste de l'année. Donc j'espère qu'on va se rendre compte à quel point on a besoin et qui est indispensable, qui ne l'est pas. On a la pensée à Aïcha, donc on avait une pensée elle pour nos premières émissions, qui était
des caissières, mères de famille qui est décédée suite au Covid-19, et aussi une pensée à toutes les personnes sans emploi avant, pendant et après le confinement, pour qui ces temps rendent la situation d'accès à l'emploi encore plus compliquée. D'ailleurs, on vous demande à vous, pour qui avez-vous une pensée? Est-ce que vous avez des personnes que vous connaissez qui sont encore sur le front, qui sont encore en train de travailler actuellement dehors? Donc, n'hésitez pas à nous dire pour qui vous partagez vos pensées. On passera ces big ups nous-mêmes à voix haute. Donc, voilà, envoyez-nous des personnes à qui vous avez envie d'envoyer de la force, de passer un message et une dédicace. Et Lounès, il me semble que tu as une autre dédie à faire, hein, c'est ça? Ouais, c'est sur du coup les travailleurs de Seine-Saint-Denis, encore une fois, parce que du coup c'est mon département, et il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé dans les bus et les tramways du coup du département qui étaient bondés. Et donc du coup on a mis ça sur le fait que c'était des gens qui ne respectaient pas le confinement, et en réalité ce sont des travailleurs essentiels. Et la sociologie du département fait qu'il y a énormément du coup de personnel d'entretien, de personnel qui du coup des facteurs, il y a des gens qui aussi sont caissiers, et donc tous ces travaux-là, même de sécurité, ils sont faits par des gens du coup issus de quartiers populaires et aussi de Seine-Saint-Denis. Et donc du coup, si ils ne respectent pas le confinement, c'est parce qu'ils sont obligés de travailler du coup pour les gens qui se confinent. Donc une grosse pensée à eux. Et puis j'espère que la RATP fera en sorte que ces gens puissent respecter les distances de sécurité quand même dans les transports. C'est la moindre des choses. Merci Lounès. On réagit sur vos témoignages. On a Marianne qui nous explique qu'elle s'est mise en retrait d'un milieu de travail toxique, donc un arrêt de travail. Donc voilà, dites-nous tout de suite dans les commentaires, hein, vous êtes en études, vous êtes sans emploi, vous bossez, dites-nous, vous qui nous écoutez, ce que vous faites. On a Léa qui nous dit, par rapport au télétravail, horaire strict le matin, midi, la pause déj c'est sacré, mais plus de mal à stopper le soir et difficile de faire des pauses dans une longue après-midi de travail. Idem pour le travail scolaire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si pour vous cette situation est aussi compliquée, si vous avez du mal à départager votre temps perso que de votre temps pro, que vous soyez étudiant ou en emploi actuellement. N'hésitez pas à nous dire un peu ça. Toi, Charlotte, d'ailleurs, tu es en études. Toi, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à bien séparer ce temps-là professionnel de ton temps perso, privé? Alors plus ou moins, j'essaye en fait de m'organiser des journées assez bien cadrées, donc par exemple le sport le matin avant d'aller à l'école, etc. Après, je dois avouer que quand par exemple je suis dans ma chambre, à côté de mon lit, voire sur mon lit, en train d'écouter un professeur, c'est assez difficile en fait psychologiquement, je trouve, de faire la séparation. Donc voilà, il faut trouver des petites astuces pour essayer de bien rester concentré sur son bureau, etc. Mais ça peut être parfois compliqué, je trouve. Mais bon, on a la chance, encore une fois, d'avoir la possibilité d'avoir des cours à distance, et c'est quand même une belle innovation quand on y pense aujourd'hui. Donc, je suis quand même très, très contente d'avoir classe, même à distance, quoi. Yes, merci Charlotte pour ton témoignage. Je rebondis sur les vôtres aussi. On a Otsuya qui vient d'arriver, on est très content. On se demandait où t'étais. On a The Bad Company, donc Nicolas qui est souvent là, qui nous dit force à ceux qui montent des stores. C'est un poteau qui bosse son usine tous les matins, et depuis avant le confinement, qui continue à bosser. Donc force à toi Nico, qui se lève à 5h du matin tous les jours pour monter des stores. Donc force à toi et force à tous les poteaux qui bossent en usine en ce moment, et pas que les poteaux d'ailleurs, évidemment. On a Marjolaine qui nous dit pensez aux étudiants, infirmiers, aides-soignants, médecins qui travaillent sans relâche pour des salaires dérisoires, évidemment, hein, toujours des pensées pour le personnel soignant. On a Amel qui nous dit pensez à tous les soignants, les médecins du Var. Marianne qui nous dit bravo de ma part aux deux mamans infirmières. Donc voilà, merci encore d'envoyer de la force au personnel hospitalier. On a Otsuya qui nous dit pensez aux livreurs de la poste et aux transporteurs. Désolé monsieur GLS de vous avoir postillonné dessus. T'en fais pas Otsuya, il est pardonné. À toi monsieur GLS, on pense à toi. Et c'était pas fait exprès, mais voilà, c'est vrai qu'on continue à avoir des livraisons. Qui aussi nous pose une question, est-ce que vous avez adapté votre quotidien par rapport aux travailleurs? Je pense notamment aux livraisons. Amazon qui a décidé de ne livrer que pour les produits essentiels.
est-ce que vous avez voulu adapter ou pas vos livraisons, vos trucs comme ça pour éviter de donner un peu du taf à des gens où on peut voilà éviter. Et on a Charlotte qui dans le chat nous dit mon beau-père est dans le BTP et bosse encore aussi. Donc voilà, en force à tous les ouvriers. Et Marianne qui nous dit gros bisous à ton père aussi, Charlotte. Louis, par Beau-père. exemple, ton beau-père, pardon, excuse-moi. Et on a Louis, je te demande, toi, dans une autre situation, parce que t'es en campagne, est-ce que tu as un accès direct à des travailleurs et est-ce que vous, dans ta famille, à toi, Louis, est-ce que vous avez adapté le boulot, enfin vos rapports aux travailleurs différents et comment ça se passe d'ailleurs pour les boulots en campagne en ce moment? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe de ton côté? Alors du coup, moi, dans ma famille, c'est bien parce que enfin, dans le foyer où je suis actuellement confiné, il y a 4 cas différents pour 4 personnes, donc ça, c'est plutôt intéressant. On a mon père donc qui travaille, à l'université, qui en même temps est réserviste à l'armée, donc au cas où si donc voilà, si, là pour l'instant il est arrêté tout simplement, voilà, puisque les universités de France sont fermées, donc tout simplement il ne travaille pas. Moi, je suis au chômage et je l'étais avant d'être, en confinement, mais je devais reprendre pendant cette période donc du coup, ben, tout est malheureusement stoppé et ça devient un peu stressant du coup. Ma mère est infirmière et c'est un peu la seule qui sort pour, tout ce qui est, les provisions, les trucs comme ça, mais c'est la seule qui va travailler donc du coup à l'hôpital et enfin il y a ma sœur qui est au lycée qui donc fait ses cours, ben, un peu en télétravail. C'est-à-dire quand elle reçoit les devoirs et elle fait tout à la maison. Et après pour tout ce qui est en fait un peu emploi de campagne, donc à quoi on va penser? On va penser un peu à la poste, on va penser aux agriculteurs. Alors de ce que je vois des agriculteurs, ici, enfin en tout cas autour de moi, ils continuent de fonctionner évidemment, notamment, par exemple, le berger qui est à côté de chez nous, bah, il continue de faire, brouter son troupeau à côté des habitations, il y a pas de souci. C'est juste que, bah, évidemment, il évite de parler à n'importe qui dans la rue ou alors, bon, bah, il se met, avec la fameuse distance de sécurité et puis, bah, tout ce qui est poste et cetera, ou même de ceux qui, en fait, font des trucs de solidarité, c'est-à-dire, qui apportent les courses et cetera, souvent, eh ben, il y a vraiment aucun contact physique. Mais disons que rien ne manque, si ce n'est peut-être, eh ben, que la réduction des transports fait que, peut-être, il y a moins de bus, il y a moins de tramways et cetera. Comme, l'évoquait Lounès, lui, en Seine-Saint-Denis, c'est aussi le cas, bah, du coup, des petites campagnes qui ont quasiment aucun accès à des bus. Par exemple, chez moi, il y a qu'un seul bus et je sais même pas s'il roule encore. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'adapte, mais au niveau du travail, disons que c'est à peu près comme d'habitude ou alors comme l'ensemble des Français. Yes, merci pour ce point, Louis. Je réagis encore sur vos témoignages. On a Rio qui nous dit salut Rio, hein. Chez moi, de toute façon, plus de livraison depuis mars. Théana qui nous dit nous, on ne commande plus rien non plus. On a reporté nos rendez-vous d'installation de notre box après le confinement. Hugo qui nous dit c'est pas Amazon qui a décidé de livrer juste les produits essentiels, mais la justice française. Merci, hein, pour cette précision. Effectivement, il faut avoir des mesures coercitives pour que les géants se bougent. Otsuya qui nous dit ouais, on boycotte Amazon, esclavagisme moderne, évasion fiscale. Et Marianne, voilà, qui reprécise en disant que c'est une décision de justice car les salariés n'étaient pas du tout protégés. Et ça nous permet aussi voilà, de réfléchir en fait sur le fait que est-ce que vous, cette situation, vous a poussé à revaloriser des métiers que vous aviez peut-être pas dévalorisés, mais moins vu l'importance, parce qu'il y a eu toute cette notion qu'on a entendue autour de métiers indispensables et de métiers dispensables, et on se rend compte que les métiers indispensables sont souvent les moins rémunérés, et les métiers qu'on a eu tendance à précariser. Donc, est-ce que vous, ça vous a permis d'avoir un regard différent à ce niveau-là? Et encore une fois, je vous demande, hein, dites-nous dans le chat, voilà, est-ce que vous, en ce moment, vous êtes en études, vous êtes en travail, vous êtes sans emploi, vous êtes au chômage, hein, n'hésitez pas à nous dire votre situation actuelle pour qu'on puisse voir un peu tous dans les situations dans lesquelles vous êtes trouvés. Et toi, j'ai l'impression... Alors on n'entend plus Roberto, donc il va se reconnecter, sûrement tout à l'heure.
Merci en tout cas de répondre dans le chat. On voudrait vous poser donc cette question. Est-ce que vous avez changé votre regard sur certains métiers qui peuvent paraître parfois socialement un peu dévalorisés? Si on prend des exemples concrets, être coiffeur, être caissier, c'était peut-être parfois un peu mal vu ou alors du coup c'était socialement un peu moins bien vu. Est-ce que vous avez changé ce regard sur sur cette profession? Moi, j'aimerais vous parler en attendant que Roberto revienne, j'aimerais vous parler d'une théorie, conçue par, Bernard Friot. Alors pour faire les présentations, Bernard Friot, c'est un sociologue, c'est un économiste à tendance marxiste, et il a une théorie sur ce qu'il appelle le salaire à vie. Donc le salaire à vie, c'est à distinguer de ce qu'on a pu appeler l'appellation revenu universel, utilisé par, Benoît Hamon, par exemple, pendant la présidentielle. Mais lui, Bernard Friot, il ne veut pas entendre parler de revenus. Il trouve que c'est une roue de secours du capitalisme et il s'agit bien en fait d'un salaire à la qualification personnelle et disponible jusqu'à sa mort. Donc déjà pour ce faire, il va déconstruire la définition qu'on attribue au travail. Pour lui, en fait, le travail tel qu'on le connaît, il est politiquement défini par une classe de dirigeantes qui a hiérarchisé en fait les activités avec pour seul lieu commun le profit. Il n'y a que ça qui met en commun toutes les activités. Donc avec un exemple, ça va être plus facile à comprendre. Par exemple, un technicien de surface, ce qu'on appelait autrefois femme ou homme de ménage, quelqu'un qui est payé pour faire le ménage dans une entreprise, alors va être considéré comme un travail. Alors que quelqu'un qui va faire ses tâches ménagères chez lui, c'est-à-dire la serpillière, l'aspirateur, etc., ça va être considéré juste comme une tâche ménagère normale en société. Ça fonctionne aussi avec le bricolage, le jardinage, l'éducation des enfants aussi. Du coup, Bernard Friot, il voudrait dissocier le salaire de l'emploi, reconnaissant ainsi que chaque personne travaille au quotidien sans avoir forcément un statut d'employé. C'est-à-dire une mère au foyer, par exemple, elle n'a pas de statut d'employé, pourtant elle éduque ses enfants, elle fait le ménage, elle fait les tâches ménagères, et c'est quand même un travail, elle travaille quand même. Donc du coup, pour sa théorie, il va mettre en valeur deux choses. Donc le grade et la propriété. D'abord le grade, donc il pense que les individus ne devraient pas être payés à l'heure ou pour la productivité, mais par rapport à leur qualification. Par exemple, il prend l'exemple de la fonction publique. Donc on a un salaire qui diffère selon en fait son niveau dans la fonction publique. Et ces niveaux, on les grimpe selon des concours. Donc un fonctionnaire, il n'est pas payé pour son poste, mais pour son grade. Et même en cas de chômage, la personne garderait son salaire à vie. C'est le but de la démarche de Friot. Et en réalité, il procède simplement à une restructuration du travail dans son sens le plus social. En gros, les professeurs, les médecins, les chercheurs seraient en haut de cette société, tandis qu'un commercial, un manager, tout ce qu'on appelle les bullshit jobs, serait en fait au plus bas de l'échelle, tous les jobs qui sont un peu inutiles. Donc pour la propriété, c'est un peu moins compliqué. Il va distinguer la propriété lucrative, donc le fait de posséder un patrimoine, une maison, etc., à la propriété d'usage, c'est-à-dire être propriétaire de la maison qu'on habite, de la voiture qu'on utilise, bref, d'être propriétaire de ce qui nous sert en tant qu'individu. Alors évidemment, il va poser la question de comment on finance tout ça. Et bien pour lui, il faudrait généraliser toutes les cotisations et mutualiser toutes les valeurs ajoutées. Puisqu'on rappelle que chaque année, la France, elle produit pour 2500 milliards de valeurs ajoutées en fait. Il y en a 60% qui va au salaire et aux caisses de l'État, et 40% restant qui va au capital et aux investissements. Pour Friot, il n'y aurait plus que deux caisses, donc une des salaires qui est gérée par les travailleurs et qu'on donnerait à chacun en fonction de sa répartition de grade, et la deuxième qui sera celle des investissements, gérée plus par l'État. En gros, l'entreprise, elle devra justifier ses investissements pour pas détruire d'emplois. C'est-à-dire que un investissement pour une entreprise, ça peut être délocalisé en Asie. Ça sera plus le cas. Ça peut être aussi créer des caisses automatiques pour supprimer des emplois. Ça ne sera plus le cas. Voilà. Donc désolé pour cet exposé un peu long, mais il fallait quand même que j'expose un peu point par point pour bien comprendre. Alors Roberto, est-ce que tu es revenu du coup? Ouais, je suis revenu. Alors, Voilà. on m'entend bien? Voilà, on est un petit saut de connexion. Merci Louis pour ce point. Alors effectivement, Hugo et Marianne rappellent le caractère un peu controversé du personnage de Bernard Friot. Mais néanmoins, sur les idées qu'on développe ici, qu'est-ce que vous pensez des idées que vient d'apporter Louis? On a Théana qui nous dit: je suis agente d'accueil dans le tourisme, donc au chômage technique jusqu'à réouverture du site où je travaille.
On a Inès qui nous dit « Je suis en master enseignement premier degré. Personnellement, pour les révisions, c'est une catastrophe. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils pour Inès, pour arriver à gérer les révisions et les études pendant ce confinement. D'ailleurs, s'il y a d'autres étudiants, réagissez, dites-nous, vous, comment ça se passe au niveau des cours. Est-ce que vous continuez à bosser? Est-ce qu'il y a quasiment plus de cours? Voilà, témoignez avec nous et dites-nous comment ça se passe au niveau de votre enseignement ou de votre université. On a Rio qui nous dit enfin les qualifications du gouvernement ne sont pas au niveau de leur salaire. Et Amel qui nous dit je suis en première année de double licence et je ne peux pas t'aider, je cherche autant d'aide que toi, Inès. On est la génération sacrifiée. Et Inès qui nous répond bon bah force et courage à nous, RIP. Voilà, donc ça pose plusieurs. Donc est-ce que vous avez des conseils? Je m'adresse peut-être à Lounès puis à Charlotte. Si vous avez des conseils, vous êtes en études, alors sont vos conseils à vous. Lounès, toi, tu as fini un projet en études, où j'imagine le suivi pédagogique était plus compliqué. Comment tu as réussi à adapter ça? Est-ce que ça s'est bien passé? Pour le coup, je me suis pas vraiment adapté. J'ai fait 100, parce que bon, on peut le comprendre pour l'équipe enseignante, c'est aussi compliqué cette situation, même plus que pour nous les étudiants, parce que ils ont un peu été pris de court. Ils n'ont pas prévu ce confinement jusqu'au moment où ils ont été contraints de prévoir. Et donc, du coup, ils ont essayé de mettre en place une sorte d'enseignement à distance. Mais il y a un peu un manque de réalisme dans cette histoire. C'est parce que jusqu'au bout, ils se sont dit qu'on allait pouvoir retourner en cours. Et du coup, ils ont prévu un retour en cours dans les aménagements qu'ils ont faits. Mais là, heureusement, pour tout ce qui est cours en présentiel, ça aurait dû normalement être terminé. Donc, du coup, c'est vraiment des mémoires. Donc, ce qui est plus facile à faire à distance. Et par rapport au terme de génération sacrifiée qui a été utilisé, je voudrais juste faire un gros big up à la génération 2003, dont fait partie ma petite sœur d'ailleurs, et dont font partie de nombreuses petites sœurs sûrement et de petits frères dans cette discussion, mais qui, eux, ont été les premiers à faire le bac Blanquer, c'est-à-dire un bac sans filière, où ils ont eu les cours au tout dernier moment, ils ont dû passer les épreuves du bac juste après, et qui maintenant se retrouvent en confinement. Donc une grosse pensée à eux, et puis j'espère que le 11 mai, quand ils vont retourner en cours, au moins les mesures barrières seront respectées, enfin pourront être respectées. Oui, tout à fait, merci Lounès. On a Otsuya qui nous dit j'avoue, j'ai du mal à applaudir à 20h car le respect, la reconnaissance, je les avais déjà avant. Pour les soignants, il est clair qu'il faudrait changer leur statut et leurs conditions. Théana qui est d'accord avec Otsuya, tout pareil de mon côté. On a Léa qui nous dit étudiante en 5e année et RIP l'insertion professionnelle. Cours terminé en visioconférence et là 3 semaines pour bosser le projet de fin d'études à distance. Léa, dis-nous, est-ce que toi ça se passe bien? Je sais que tu es une mordue de travail. Est-ce que pour toi ça se passe bien cette situation et tu arrives à gérer? Marianne qui a une pensée pour Amel et Inès, donc en études. Je ne peux pas vraiment vous aider. Vraiment bon courage et j'espère que vous allez trouver de l'aide ici. D'ailleurs, voilà, dites-nous, Amel, Inès, comment ça se passe pour vous au niveau des cours? Est-ce que vous continuez à avoir cours? Il me semble, Amel, que tu continues à avoir cours et c'est même ça qui fait que tu ne peux pas toujours écouter notre émission. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire, vous, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours un suivi? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose? Voilà, Otsuya qui nous dit au moins il y a une prise de conscience générale. Et Marianne qui nous dit pour les applaudissements, moi pareil, à la place, je gueule dans mon mégaphone. Donc il y a ces questions-là qui se posent, donc on imagine sur la valorisation des métiers, mais aussi les questions qu'on se pose face à soi-même. On a parlé du télétravail, donc à notre manière de travailler. Est-ce que certains d'entre vous trouvent dans le télétravail quelque chose de positif, c'est-à-dire peut-être moins de pression de l'environnement de travail, etc. Ou au contraire, vous n'y arrivez pas. Toi, Charlotte, par exemple, le télétravail, c'est un truc qui te va, ou au contraire, tu préfères l'environnement d'une école ou d'une rédaction? Alors, vu que je ne travaille pas comme si j'étais dans une rédac, que je suis vraiment à l'école et que j'aime pas forcément mes études, je suis désolée de l'avouer comme ça, ça change pas grand chose dans le sens où j'ai une implication qui est proche du niveau -20, mais je fais comme je peux pour essayer de sauver les meubles et mon diplôme. Mais je sais que je pense que si je travaillais clairement voilà, dans une rédac ou quelque chose comme ça, je serais vraiment
tout autant impliqué, ça change rien. Le tout, c'est de voir l'objectif final produit. Et moi, c'est ce qui m'importe le plus. Plus de voir le produit final que le moyen. Voilà, merci Charlotte. On a Léa justement qui sur le télétravail nous répond ce que je compte faire pour gérer. J'essaye de cloisonner, de me dire je bosse 2 heures à fond faisant telle ou telle tâche, puis je me force à prendre une pause pour m'aérer l'esprit. On a Lisa qui nous dit j'ai l'impression que le métier de caissière est vu différemment durant ce confinement et certaines m'expliquent qu'ils recevaient déjà des dizaines de cadeaux, gâteaux ces dernières semaines. Inès qui nous dit je n'ai plus de cours en visio mais on est dans le flou total pour les examens. Est-ce que vous êtes plusieurs dans la situation d'Inès, c'est-à-dire de n'avoir aucune perspective et de vision au niveau de vos examens finaux? On a Dirty Alien, salut à toi, qui nous dit courage, perso, j'ai eu de la chance, je suis en pleine période de formation à distance. Donc voilà des situations bien différentes, hein, et c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Donc est-ce que Inès, toi par exemple, tu es dans une situation où tu n'arrives pas à voir un peu comment organiser ton quotidien vis-à-vis de ton travail, sachant que tu n'as pas de retour. Et si vous avez des conseils, des idées pour aider Inès, n'hésitez pas à les partager tout de suite. Toi Léa par exemple, qui parle au télétravail, n'hésitez pas à échanger hein, pour voir comment vous pouvez vous aider. Et Léa qui nous dit pour le télétravail perso, horrible, on n'a plus de changement d'environnement ni de relation avec des collègues ou bien d'autres personnes. La communication et les relations, c'est plus compliqué à distance. Effectivement, il me semblait même, Léa, si je ne me trompe pas, que tu as rêvé de Skype, de vidéo Skype. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien la vérité? Il me semble que c'est quelque chose que tu nous as confié à une émission précédente. Et Lisa Otsuya qui parle de la reconnaissance liée aux caissières. Est-ce que c'est aussi pour vous une façon de repenser au métier que vous avez envie de faire ou que vous faites? Est-ce que vous préparez l'après différemment en vous disant peut-être là je vais enfin faire ce que j'ai toujours voulu faire ou sachant votre manière de peut-être travailler? Je m'adresse notamment à Charlotte et Lounès hein, qui sont encore en études. Toi Lounès par exemple, tu arrives à la fin de ton cursus scolaire. Est-ce que toi ça te pose des questions sur le travailleur que tu as envie d'être après et est-ce que tu as envie de faire en tant que métier aussi? C'est une question que je me pose énormément en temps normal et surtout j'y suis beaucoup amené parce que quand tu fais le travail de journaliste, on t'invite à toujours remettre en question du coup ta manière de travailler et même ta profession en soi. Et puis pendant ce confinement, j'ai beaucoup voulu être utile en essayant j'ai demandé aux hôpitaux à côté de chez moi si je pouvais faire du bénévolat et même je me suis renseigné auprès des associations et j'en ai parlé à des amis et ce qu'ils m'ont dit et que j'ai trouvé très pertinent, c'est qu'en fait le métier de journaliste en particulier, ça permettait de sauver des vies et puis même vraiment d'aider les gens en les informant et puis surtout en relayant leurs paroles. Et donc du coup ça m'a un peu conforté dans mon choix professionnel et puis vraiment je vais essayer de prendre systématiquement en compte les besoins les plus essentiels dans cette société, du coup les travailleurs, les travailleuses, mais aussi l'environnement dans lequel on vit. Merci Lounès. Et pour toi Charlotte, qui est une accro des études si je me trompe pas, est-ce que toi ça change un peu ton regard vis-à-vis des études ou du travail? Alors, changer mon regard, pas forcément. En fait, j'ai la chance quand même d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans mes études, qui ont été parfois très 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 compliquées, très difficiles, je dois l'avouer, et qui m'ont aussi appris à aimer le travail manuel, à ne jamais dénigrer une personne pour son boulot en fait, parce qu'on ne dénigre personne sur des a priori tels que le travail, enfin sur des choses comme ça. Et donc moi j'ai toujours grandi avec ces deux visions, avec le côté les bouquins et d'un autre côté mettre les mains vous voyez dans la suie, toujours bosser, ne jamais rien lâcher. Et donc voilà, mon image du travail n'a pas forcément changé, quoi, si ce n'est que j'ai beaucoup de respect d'autant plus de respect pour les personnes qui sauvent des vies tous les jours, mais voilà, il faut respecter les gens pour qui ils sont et pas pour des castes professionnelles pseudo imaginées et hiérarchisées, voilà, que je trouve un petit peu mauvaises, quoi, voilà.
Voilà, merci Charlotte, hein. Effectivement, on peut aussi faire référence donc aux bullshit jobs, hein, qu'on évoquait un peu plus tôt dans l'émission. On a Léa qui nous confirme, hein, qu'elle est arrivée d'une interview qu'elle faisait par Skype. Donc désolé, hein, Léa, ça devient vraiment compliqué pour toi visiblement. Rio qui nous dit pour moi les relations sont plus simples à distance, ça doit être mon côté associable. Marianne qui nous dit on peut espérer que le journalisme d'investigation retrouvera ses lettres de noblesse. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, enfin nous on n'hésitera pas d'ailleurs à vous envoyer les médias, les émissions qu'on vous recommande. Et si ça vous intéresse, une émission média, comment s'informer au temps du confinement, les bons réflexes à avoir, etc. N'hésitez pas à nous dire si une telle émission vous intéresserait. Voilà, qu'on parle de consommation média, qu'on parle d'infos, qu'on parle de désinformation aussi, très important. N'hésitez pas à nous dire si une émission ainsi vous intéressera et on la préparera avec plaisir. Théana qui nous dit bah moi j'avais déjà conscience de l'inutilité totale de mon taf, mais là j'ai l'impression que quand je vais y retourner, je vais me prendre l'absurdité du truc en plein fouet, ni de tout arrêter et me bouger pour faire quelque chose qui a du sens. Alors merci beaucoup pour ton témoignage, Tiana. Je pense qu'on est beaucoup dans cette situation à se dire qu'on a envie de faire quelque chose qui a du sens et d'appréhender ce monde, ce mode post-confinement, à vouloir faire quelque chose. On a Otsuya qui nous dit je pense qu'à la sortie du confinement, vu que tout le monde en aura un peu marre, on peut espérer une vague de gens qui se lancent dans des projets préparés pendant le confinement. Alors tout à fait, Otsuya, c'est une bonne idée, hein, de penser déjà au monde d'après. On en avait parlé dans notre émission sur l'écologie, mais on est tous là avec des idées qui se développent, hein, de se dire pourquoi ne pas repenser le monde différemment. On va avoir une période charnière pour imposer nos exigences. Donc pourquoi pas ne commencer dès maintenant. Et Marianne qui nous dit moi j'envisage d'arrêter complètement de travailler, en tout cas plus dans un lien de subordination salariée. Alors c'est vraiment très intéressant d'avoir vos témoignages et vos situations. On a l'air de voir un bouleversement dans vos envies qui vont venir après. Et on est très content que voilà vous nous donniez un peu vos ressentis. On a Léa qui réagit au témoignage d'Otsuya en disant c'est à espérer, ça redonnerait une vague de dynamisme et d'optimisme. Donc voilà, donc c'est vraiment repensons un peu le monde d'après. On arrive globalement vers la fin de cette discussion, pas totalement parce qu'on a encore quelque chose d'assez important à vous parler qui va être notre 10e émission. Mais juste avant, je vais me tourner chacun vers l'équipe. Est-ce que au niveau du travail et des études, vous avez une dernière chose, peut-être un sujet à creuser, quelque chose que vous conseillez à nos auditeurs et auditrices? Lounès, je crois que tu voulais toi parler des chiffres liés au fait que les femmes sont en avant-garde. Voilà, dites-nous un peu si vous avez quelque chose que vous avez envie de donner votre énergie. C'est le dernier moment de l'émission, hein, vous le savez, donc dites-nous, hein, tout de suite dans les commentaires là où vous avez envie d'envoyer de la force. Louis, je m'adresse à toi pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases, est-ce que tu as envie de diriger l'énergie vers quelque part, vers un projet, vers des travailleurs, vers quelque chose? Ouais, alors du coup, moi en ce qui concerne le milieu, scolaire, j'aimerais surtout, donner de la force aux élèves handicapés. Bon, bah, pour donner un exemple concret, ma petite sœur, a normalement besoin d'une AVS scolaire. Donc c'est une auxiliaire de vie scolaire qui l'aide pour la compréhension de certains énoncés et de certains exercices. Et évidemment, ben, avec le confinement, ben, parfois c'est les parents qui s'occupent de ça. Et évidemment, bah, certains n'ont même pas la chance d'avoir, une aide à la maison alors que, bah, ils doivent en avoir une normalement, constamment en cours. Donc ça va que c'est pas le cas de ma sœur, mais je pense du coup à tous les enfants qui, eux, en ont besoin et qui se retrouvent sûrement en difficulté pour cette fin d'année. Donc voilà, force à vous, j'espère que ça se passe pour le mieux et en espérant que, ben, que l'État prenne en considération vos demandes qui sont nombreuses, je le sais et je le vois, pour faire rattraper un peu le retard, qui a suivi à cause de ce confinement. Moi, je Bah, voudrais vas-y, pardon, Charles. prendre la parole une dernière fois pour ces étudiants qui se seraient par exemple trompés de voie ou qui auraient été plus ou moins forcés, si je puis dire, à faire certaines études alors qu'ils n'en avaient pas envie. Ben voilà, n'ayez pas peur de re-questionner vos choix, d'en parler à vos parents aussi si vous êtes encore mineur. Il n'y a pas de honte à se tromper. Il n'y a pas de honte à ne pas vouloir faire de longues études, il n'y a pas de honte à vouloir directement aller travailler, bien au contraire. Donc voilà, franchement, il faut repenser le confinement aussi pour peut-être un petit peu plus approfondir son projet professionnel. Et moi, en tout cas, je vous encourage à le faire vraiment, quoi. Voilà.
Désolé, Lounès. Rebondir en fait sur une de Corse Matin qui avait été publiée lundi avec que des visages de soignantes, donc de femmes qui travaillaient dans les services médicaux, avec une a écrit avec eux, et donc du coup ça avait fait grand bruit, puisque du coup beaucoup de gens avaient critiqué le fait que les hommes n'étaient pas représentés sur cette une. Alors je sais pas si c'était un choix volontaire de la part de la rédaction, j'ai pas réussi à trouver d'explication à ce sujet, mais il faut dire que c'est les femmes qui sont en première ligne pendant ce confinement, et que du coup c'est vraiment elles en priorité qu'on doit féliciter. Pour vous donner quelques chiffres, donc du coup 9 caissiers sur 10 sont des caissières, 7 agents d'entretien sur 10 sont des femmes, 9 aides-soignants sur 10 sont des femmes, et 9 infirmiers sur 10 sont des femmes, et 9 pharmaciens sur 10 sont des femmes. Donc du coup, elles sont en première ligne, et on doit vraiment les aider et penser à elles. Et puis surtout, comme on le répète depuis tout début de l'émission, dès qu'on a l'occasion, essayer d'aider ces personnes qui sont en première ligne. Merci Lounès. D'ailleurs, Lounès, n'hésite pas à mettre le lien des chiffres que tu viens d'évoquer. En description. Tu peux le mettre en description, vous aurez retour sur ces chiffres-là. Et avant de se quitter, on a une petite annonce importante à vous faire. On sera pas là pendant une semaine, donc jusqu'à samedi prochain. Ce n'est pas parce qu'on prend des vacances, mais c'est parce qu'on prépare notre 10e épisode. Donc c'est un peu fou d'imaginer qu'on est déjà à la 10e avec vous. On a un peu du mal à se rendre compte qu'on a déjà fait 10 émissions tous ensemble. Et donc on remercie les gens qui sont toujours là, on vous adore. Mais cette 10e, elle sera spéciale parce qu'on a envie de faire cette émission avec vous directement. Donc, on ne sera pas dans un rythme classique comme cela d'une discussion politique, sociale et de témoignages. On va en fait chacun écrire. On va chacun écrire pour cette 10e émission un texte qu'on veut pour le monde d'après. Vous retrouverez sur Instagram les conditions de cette écriture, mais en fait, on va vous demander, à vous qui nous écoutez à chaque émission, d'écrire d'ici, donc vous aurez toute la semaine pour écrire, nous on le fera aussi, et donc d'écrire pour cette semaine un cours, vous inquiétez pas, mais il y aura toutes les modalités sur notre compte Instagram dès lundi. Vous retrouverez... et Twitter, sur tous nos réseaux sociaux, vous retrouverez toutes les conditions de c'est pas un concours, il n'y a pas de prix à gagner, mais de ce partage d'écriture, et on va vous demander d'écrire, voilà, en quelques phrases, on vous expliquera tous les détails de ça, d'écrire ce que vous voulez pour vous et le monde d'après. Et pour cette émission, on racontera ce que vous avez écrit, on lira vos textes, nous-mêmes, on aura écrit des choses et on discutera tous ensemble de nos visions, de nos espoirs, de nos doutes, basés sur ce que chacun aura écrit et préparé. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, ça commence, on va commencer dès lundi. On espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. On va prendre toute la semaine pour préparer ça ensemble. On espère que vous serez beaucoup. Pour nous, c'est aussi spécial de faire cette 10e émission. Voilà, je rêvais d'un autre monde. On évitera de le chanter, mais Charlotte l'écrit. Donc voilà, on espère vraiment que vous serez au rendez-vous pour ce projet-là, que vous allez participer avec nous, et en tout cas que si vous n'avez vraiment pas cœur à écrire, que vous serez là pour discuter des visions de chacun, de ce que vous allez nous préparer. On espère vraiment que vous participerez. Je vais pas le répéter 10 fois, mais on est vraiment, je vous dis ça parce qu'on est ému de cette 10e émission qu'on prépare avec vous. C'est important pour nous que vous soyez toujours là à nous écouter, à nous envoyer de la force, à partager. On est aussi content de voir que dans le chat, vous connaissez pour des gens qui sont un peu partout en France. Vous êtes là avec bienveillance et c'est de la chance. C'est de la chance d'avoir cette bienveillance. On est très content d'avoir des gens qui nous écoutent aussi bienveillants, aussi sympathiques et aussi pertinents. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Nous, on arrive à la fin de cette émission. On va donner les mots de la fin à l'équipe, et donc n'hésitez pas dès lundi à aller sur les réseaux sociaux et à participer à notre projet, à notre 10e. Cette émission, elle est faite pour vous, et elle sera faite par vous. Vraiment, envoyez-nous de la force, on vous en envoie. Et les mots de la fin à l'équipe, comme d'habitude. Oui, eh bien, à nouveau, merci à vous qui avez été là. C'était super cool. Et essayez de garder de la force encore. Il nous reste un mois à tenir tous ensemble. Et on va y arriver, ça va le faire. Et on apprend à s'aimer soi-même à nouveau.
Eh bien, comme c'est un épisode spécial Big Up aujourd'hui, j'ai l'impression, un énorme Big Up à Roberto Garçon, hein, qui est à l'origine du coup de l'émission. Et C'est vrai. on arrive à la 10e. Et merci à vous de nous suivre, et spécialement à Guillaume, parce que c'est mon pote. Les autres, vous êtes juste des auditeurs, quoi. Bon, Méchant. et moi, du coup, bah voilà, je voulais vous remercier à vous tous dans le chat. Je vous lis derrière mon écran de contrôle. Vraiment, vous faites super plaisir. On commence à avoir de nombreux habitués et ça fait vraiment ultra plaisir. Donc, vous inquiétez pas, on sera là, on continuera à être là. Et on espère surtout que ça vous plaît. Donc, on attend nombreux vos textes. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, à vous abonner à notre chaîne YouTube, hein. On l'expliquera aussi sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, merci à tous et puis bien à bientôt. Et bah voilà, merci à tous. On se donne rendez-vous pour une émission, pas mercredi, mais dans une semaine. Et dès lundi, vous retrouverez toutes les infos sur nos réseaux sociaux pour participer à la préparation de ces 10e. On vous kiffe. Et bon, le message, il est plutôt simple à retenir. Restez chez vous, bordel, et prenez soin de vous. Salut, gros bisous.